Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les titres de ce journal. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour le fonds d'aide à la presse repartie ce matin aux organes de presse privés par le Conseil supérieur de la communication. Situation difficile pour les étudiants de l'université de Niamey. L'insuffisance d'enseignants-chercheurs et d'infrastructures, tels sont les quotidiens de ces étudiants. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. 75 voix contre, 1 pour et 1 nul. Ainsi, la seconde motion de censure contre le gouvernement de Brigitte Raffini n'est pas passée hier. Le vote s'est déroulé en présence de nos reporters Alassane Ibrahim et Chebou Guissou. La réponse du Premier ministre à son début, tout à l'inverse de son discours fort qui a marqué l'ouverture de l'examen de la motion de censure. Une réponse dans un ton et avec des gestes qui donnent l'impression d'un Premier ministre presque à genoux, implorant la compréhension de son auditoire. Remercions Dieu qui nous a jusqu'à présent épargnés de cette question de déstabilisation, de cette question de conflit. Je pense que nous devons vraiment en tirer toutes les leçons et conjuguer nos efforts pour consolider ce climat de paix et de sécurité dont nous a gratifié le bon Dieu. Puis au fil du temps, ce discours tendre et parfois mou vire en une redoutable stratégie. Le Premier ministre, un politicien rusé et rompu à la tâche, dégaine ses armes. À ceux qui pensent que le premier discours n'est pas le sien, il répond avec fermeté et s'explique avec doigté. Le vote organisé dans une indescriptible pagaille s'achève de la pire des façons. Sur 105 députés censés avoir voté, l'on se retrouve avec 107 bulletins. Il y a erreur, s'indigne le président de séance, et il va falloir recommencer. L'opposition se retire et le doute, voire la suspicion s'empare de la salle. Le vote est repris et la motion rejetée par 75 voix contre, 1 pour et 1 vote nul. Le vote a donné le résultat suivant. Inscrit 113. Nombre d'enveloppes trouvées 77. Nombre de bulletins ayant voté pour 1. Bulletin nul 1. Ceux qui ont voté contre la motion de censure 76. Le Premier ministre se félicite, remercie l'assistance et perçoit le départ de l'opposition comme une forme de capitulation. Ils ont abdiqué parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, c'est un peu tard. Je voudrais encore une fois réitérer le remerciement au nom du président de la République. Et vous dire combien nous ferons tout pour rester au service du peuple nigérien. Nous allons maintenir ce cap, Inch'Allah. Et comme on dit, la caravane va poursuivre son chemin imperturbablement. La motion de censure rejetée, la majorité triomphe à nouveau et l'opposition battue à juste titre. Elle n'a brillé que par le désintérêt qu'elle porte à l'action qu'elle a elle-même initiée. Le fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013 reparti aux différents organes de presse privés ce matin. Au total, 17 journaux, 12 radios et 10 télévisions ont bénéficié de ce fonds d'aide, soit 200 millions de francs CFA. Le compte rendu de Adam Soumana et Aboubakar Souley.
La présente rencontre ayant réuni les conseillers du CSE autour du premier vice-président de cette institution vise à tenir informé l'opinion publique sur la répartition du fonds d'aide à la presse édition 2013. Un fonds inscrit au budget national et réparti comme suit. Les montants suivants ont été retenus. Pour la presse écrite, 35 millions ont été retenus. La clé de répartition est fonction de la périodicité de l'apparition des journaux qui s'établit comme suit. Les quotidiens, 5 millions comme montant affecté. Les bi-hebdomadaires, 4 millions comme montant affecté. Les hebdomadaires, 22 millions comme montant affecté. Les bimensuels, 4 millions comme montant affecté, ce qui nous donne un total de 35 millions. Pour les radios, nous avons affecté un montant de 55 millions. Pour les télévisions, nous avons affecté un montant de 110 millions de francs CFA. Concernant la catégorie des télévisions, premier, Ténéré, qui se retrouve avec 31,03 points sur 35 et une enveloppe de 13 879 150 francs CFA. Deuxième, Labari, qui se retrouve avec une note de 30,28 sur 35 et une enveloppe de 13 543 690 francs CFA. Nous avons cette année institué des critères de performance. Et le premier critère de performance, c'est respecter l'éthique et la déontologie que nous avons noté sur 3. Le deuxième critère de performance en radio, c'est émettre 10 heures par jour pour les radios et 12 heures par jour pour les télévisions. Les conseillers ont eu à dégager quelques constats et difficultés dans l'amélioration des prestations des organes de presse nigériens et ainsi formuler des recommandations. Aux médias audiovisuels de continuer à assurer la protection sociale légale à son personnel. Au directeur des organes de presse de faire viser les contrats de travail par l'ANPE. À l'État, au vu de l'évolution technologique et de l'élargissement du paysage médiatique du Niger, le rehaussement substantiel de la subvention aux entreprises de presse. Au Conseil supérieur de la communication de mener une étude d'impact sur l'utilisation des fonds d'aide antérieurs sur les entreprises de presse bénéficiaires. Espérons que les différentes parties prendront en compte ces recommandations pour une presse nationale performante au service du peuple. Le 30 novembre 2014, la presse nigérienne sera à l'honneur avec la commémoration de la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Pour faire le point de préparatifs, le comité d'organisation a animé ce matin un point de presse. Dans son exposé, Mme Gali Adam Fajimata a fait le point de préparatifs et dévoilé le programme des activités de la journée. On l'écoute. Plusieurs activités et manifestations seront organisées donc au cours de la journée du dimanche 30 octobre 2014 qui est placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini. Après la cérémonie de lancement de la matinée du dimanche 30 novembre 2014, une exposition des différents médias de la place aura lieu dans le hall du Palais du Congrès, suivie d'une série de 4 panels qui ont pour thème enjeux politiques, juridiques et économiques de la liberté de la presse au Niger pour le premier panel. Le deuxième panel porte sur l'image de la femme dans les médias nigériens. Le troisième panel est relatif aux enjeux de la télévision numérique TNT, la télévision numérique terrestre, qui est un sujet d'actualité. Et le quatrième panel porte sur la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Ces conférences seront animées par d'éminents spécialistes dans leurs domaines respectifs. Voilà donc pour ce qui est des conférences et des activités prévues pour la matinée. Et une grande soirée dénommée Nuit de la liberté de la presse est également prévue. Soirée au cours de laquelle se produiront des artistes nationaux et internationaux talentueux et fort appréciés du grand public. L'animation musicale, le chant, la chorégraphie ainsi que l'humour seront au rendez-vous de cette soirée du 30 novembre 2014.
Une autre activité de cet important événement de la presse nigérienne est le concours des meilleures œuvres journalistiques ouvert pour 3 catégories, comme je le disais tantôt, la télévision, la radiodiffusion et la presse écrite. À cet effet, des jurys par catégorie ont été mis en place pour examiner les dossiers reçus afin de permettre au comité d'organisation de primer les 3 lauréats. Au total, 21 dossiers de candidature ont été enregistrés, dont 4 pour la radio, 11 pour la télévision et 6 pour la presse écrite. Et enfin, le ministère a prévu au cours de cette soirée de distinguer 5 personnalités pour leur engagement à la cause de la liberté de la presse au Niger. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel à la population de Niamey, particulièrement à la famille de la presse, pour leur pleine implication pour la réussite de cet événement qui nous concerne tous, surtout les femmes et les hommes de médias. Donc rendez-vous dimanche 30 novembre 2014, dès la matinée au Palais du Congrès et le soir toujours au Palais du Congrès de Niamey. L'ancien président du conseil de ville de Maradi passe à sa 2e nuit de détention à la prison civile de Kolo. Kassou Mokhtar a beaucoup fait pour le bien-être de la population de Maradi durant son séjour à la tête de la ville de Maradi. Il a récemment créé son parti Nganchi. Retour sur le parcours de Kassou Mokhtar avec Hassan Saleh Mustafa. Il a commencé dans les organisations des scolaires, notamment membre du comité de relève de l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Moumouni de Niamey, puis responsable de la représentation de l'Union des scolaires nigériens USN section Abidjan en Côte d'Ivoire, où Kassou Mokhtar a fait ses études supérieures. Du retour au Niger, il a créé sa structure de la société civile nigérienne dénommée Nganchi. Sous le régime de la 6e République, Kassou Mokhtar a été nommé ministre de la Communication par le président de l'époque Mamadou Tanja, un ministère qu'il a occupé jusqu'au coup d'État du général Salou. Après ce coup d'État, Kassou Mokhtar a pris son quartier général à Maradi où il a milité au sein du parti RSD Gaskia. Très vite, il a gagné la confiance des Maradawa qui ont porté leur choix sur sa personne aux élections locales de 2010 où il a été élu conseiller puis maire central de la ville de Maradi où il jouissait d'une grande popularité. À la tête de la ville de Maradi, il a marqué son passage avec l'encre indélébile à la grande satisfaction des habitants de la ville de Maradi. Kassou a fait beaucoup de choses dans la ville de Maradi. Il est vraiment très sociable. Kassou a fait ses preuves pendant la saison de pluie. À chaque fois, il est à l'écoute de la population qu'il assiste beaucoup. Il s'est bien occupé des jeunes, surtout ceux qui font le kabu-kabu. Il leur a fait plus de 300 permis. Il les a vraiment aidés. Ça marche bien. Il est pleinement au service de la population. Nous remercions Dieu. Grâce aux travaux entrepris par les autorités municipales, la ville est en train de changer de look. Il fait de son mieux pour développer la ville de Maradi. Nous sommes de l'opposition. Moi, je suis du MNSD. Mais c'est vraiment ce genre de personnes qu'il faut choisir. Ce n'est pas dans toutes les communes qu'on aura un certain Kassou Mokhtar. Après 3 ans de gestion à la tête de la ville de Maradi, Kassou Mokhtar a été révoqué par le gouvernement, pourtant un proche du président du parti RSD Gaskia, un parti de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, quelques mois plus tard. Très ambitieux, il décida de créer son propre parti, le Congrès pour la République CPR Nganchi, dont les activités ont été lancées récemment en présence d'une foule immense. C'était à Maradi. Je demande encore d'apporter votre soutien au président de la République dans toutes ses actions de construction nationale. Pour ma part, je reste convaincu que personne n'a intérêt à ce que le chef de l'État, à ce que le président de la République échoue. Car cet échec serait l'échec de la République. Or, une République n'échoue pas. Au moins, ce ne doit pas échouer. Telle est ma conviction. En effet, pour nous, celle compte les valeurs et les intérêts de la République. Aussi,
du haut de sa tribune, je vous demande encore de le soutenir le président, afin qu'il accomplisse convenablement. C'est pourquoi vous l'avez élu. C'est pourquoi le peuple nigérien dans son ensemble l'a élu. Ses ambitions politiques sont très mal vues par certains camarades du parti et même certains adversaires politiques. Aussi, sa capacité de mobilisation fait de lui un ennemi redoutable car il devient de plus en plus une menace pour les formations politiques présentes à Maradi. Après la création de son parti CPR Nganchi, Kassoum était sur le point d'entreprendre une mission dans plusieurs régions du pays pour l'installation de comités régionaux quand on a procédé à son arrestation pour enrichissement illicite, trafic d'influence et écouré à la prison civile de Kolo. Les étudiants à l'université de Niamey se plaignent beaucoup de mauvaises conditions de vie et d'études dans lesquelles ils végètent. Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont entre autres l'insuffisance d'infrastructures et d'enseignants-chercheurs. Le reportage de Assoumane China. L'insuffisance des infrastructures d'accueil est le principal problème qui dégrade la situation socio-académique à l'université de Niamey. Les étudiants ne comprennent pas pourquoi des chantiers commencés depuis longtemps ne finissent pas. Nous avons toujours posé des revendications au gouvernement en exigeant la construction des amphithéâtres, des salles de cours et des bâtiments pour régler les problèmes d'hébergement. Mais force est de reconnaître que nous assistons à des éternels chantiers à l'université Abdou Moumouni de Niamey, où la pose de la première pierre équivaut à 5 ans de travaux. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'amphithéâtre 1000 places de la médecine, dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2010. Nous sommes à la fin de l'année 2014, à peu près 5 ans. Et quand vous regardez de vous-même, vous allez vous rendre à l'évidence que même dans un an, ce n'est pas possible de pouvoir achever les travaux. Et c'est le même cas quand vous constatez au niveau du campus universitaire, où les bâtiments sans place qui est en construction depuis 2012 n'arrivent pas à finir du fait du laxisme du gouvernement et aussi du mépris de l'entrepreneur vis-à-vis des étudiants à l'université de Niamey. Ce qui est choquant, quand vous vous rendez sur ces chantiers-là, vous n'allez trouver personne, même une mouche. Tous ils ont disparu dans la nature. On ne sait pas effectivement les raisons qui justifient cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, le nombre d'étudiants augmente d'une année à une autre. Si chaque chantier va durer 5 ans, je pense très sincèrement que le résultat escompté ne sera en aucun cas atteint. Et nous avons dit que trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. À cela s'ajoute le manque d'enseignants et un autre problème sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, le nombre d'enseignants ne répond plus aux besoins de l'heure. Les étudiants sont cette année au nombre de 20 000. Donc il va falloir nécessairement renforcer le personnel enseignant-chercheur, le personnel administratif et technique. Donc en dépit de toutes ces difficultés, liées au personnel enseignant, liées à la question d'infrastructure, aussi notre infirmerie connaît un problème sérieux. Pour 20 000 étudiants, nous n'avons qu'une capacité d'accueil de 4 lits. Et l'université Abdou Moumouni de Niamey, avec tous les étudiants qu'elle a, n'a même pas une seule ambulance pour pouvoir acheminer les camarades en cas de maladie. Et c'est ce qui nous crée énormément de problèmes. Vous allez voir des camarades qui sont malades, qui sont souffrants, on sera obligé de les étaler par terre pour pouvoir les soigner. Tout simplement parce que l'infirmerie n'a pas une capacité d'accueil suffisante. Devant cette situation qui met l'avenir de la jeunesse et du pays en danger, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey n'a d'autre choix que de s'engager dans la lutte pour que toutes les conditions de vie et d'études soient réunies dans cette institution. En prélude au forum des jeunes prévu du 28 au 30 novembre prochain, Alternative Espace Citoyen a animé cet après-midi un point de presse. Objectif appeler la jeunesse à une grande mobilisation. Plus de précision avec Djori Ibrahim, il est l'un des organisateurs de ce forum.
Les cérémonies d'ouverture de ce forum national vont avoir lieu à la place Toumo demain vendredi à partir de 17h. Et les cérémonies d'ouverture seront suivies d'un concert géant au cours duquel on va annoncer à l'opinion publique la tenue du forum. Donc les activités proprement dites vont se dérouler ici à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen et donc du 29 au 30. L'objet de la rencontre, c'est de faire des réflexions de fond et des propositions concrètes en ce qui concerne les obstacles à la participation politique des jeunes. Car comme vous le savez, la jeunesse constitue la couche majoritaire. Selon les statistiques nationales, on estime à 70% au moins les jeunes sur les 17 millions de Nigériens. Mais à analyser de très près, ils sont pratiquement absents, ou puis-je dire, nous sommes pratiquement absents dans les centres de prise de décision, tant au plan national, ce qui est contraire de la démocratie, contraire aux exigences de l'état de droit, contraire aux exigences des instruments juridiques internationaux et nationaux ratifiés par l'état du Niger et qui oblige justement l'état à créer les conditions objectives pour permettre aux jeunes de pouvoir participer à des centres de décision, pour participer avec les jeunes et décider avec les jeunes de leur devenir. Comme on dit, faire sans les jeunes, eh bien ça peut être mieux, mais faire avec et pour les jeunes, c'est encore mieux. Et ce qu'on fait pour les jeunes, sans les jeunes peut être fait contre les jeunes. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter environ 150 jeunes qui vont provenir de différentes organisations de la jeunesse, des organisations scolaires, des organisations religieuses, des organisations des jeunes, des formations politiques encore existantes au niveau Niger. Une vingtaine de ces jeunes viendront aussi de l'intérieur du pays. Ils seront parmi nous des organisations des milieux pastoraux, des milieux d'agriculture, justement pour poser le débat national au niveau Niger et au niveau aussi local, comment est-ce que la décentralisation est en train de promouvoir la participation politique des jeunes. Et nous estimons que c'est un droit, et le slogan justement de cette manifestation ou de ces activités qui annonce aussi une série d'autres activités, ce que plus jamais sans nous les jeunes, l'avenir c'est aujourd'hui. Cette histoire de promesse de demain, on dit arrêtez. Tout doit être justifié et concrétisé aujourd'hui. Et donc, c'est l'opium de la jeunesse, l'histoire de dire que c'est demain, un demain qui ne viendra jamais. Et donc, les réflexions de fond vont être posées à ce niveau et le forum sera sanctionné d'une déclaration à l'issue de ces réflexions et qui va déterminer l'agenda de ces jeunes participants par rapport à la promotion et à la défense des droits fondamentaux de participer à la vie de la cité. Le syndicat national des agents de la fonction publique et de la réforme administrative, SINAFPRA, en congrès depuis ce matin dans la salle de réunion de l'immeuble Caisse. Le premier du genre depuis sa création le 14 mars dernier, le congrès est placé sous le thème la réforme administrative, enjeux et défis. Le compte rendu de Halid Bourema et Nasser Dantoufou. À travers ses présentes assises, le syndicat national des agents de la fonction publique et de la réforme administrative, SINAFPRA, entend désormais rentrer dans la cour des grands en se conformant à la législation en vigueur, mais aussi à faire de leur organisation syndicale un syndicat de travailleurs capable de défendre valablement les intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres en seulement moins d'un an d'existence. Par les présentes assises, le SINAFPRA entend désormais rentrer dans l'histoire des agents de la fonction publique par la grande porte. Car la tenue d'un congrès n'est pas une chose aisée, surtout pour un jeune syndicat. En seulement 8 mois d'existence, notre organisation a pu réaliser des activités remarquables grâce à l'appui des syndicats amis et quelques bonnes volontés. En effet, nous avons organisé une conférence le 1er mai 2014 sur le thème « Le fonctionnaire et sa carrière » grâce à l'appui du Haut Commissaire à la modernisation de l'État à qui j'exprime à l'occasion ma profonde gratitude. En outre, nous avons introduit auprès des responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative une plateforme revendicative en date du 24 juillet 2014 dont certains points ont commencé déjà à trouver des solutions sous l'impulsion du ministre. Nous avons aussi rencontré ces mêmes autorités pour chercher les voies et moyens d'améliorer significativement les conditions de vie et de travail de nos militants. Cela témoigne de notre détermination à préserver et à conquérir de nouveaux acquis.
Le thème retenu cette année a été vivement salué par la Confédération nationale de travail CNT à laquelle est affilié le SINAFPRA. Le thème de votre congrès, la réforme administrative, enjeux et défis, ne tend-il pas vers son objectif? Car de réforme administrative, notre fonction publique en a vraiment besoin. Et la pertinence de votre thème est donc indéniable. Permettez-moi, camarades congressistes, d'ouvrir une parenthèse. Hier seulement, un homme d'État disait « Toute œuvre dans laquelle il n'y a pas suffisamment de femmes est vouée à l'échec. » Un thème ne se choisit pas juste pour en avoir. Il doit être débattu sans aucun détour pour parvenir à des conclusions pertinentes. Et je n'ai pas de doute que des conclusions de vos débats sortiront des recommandations et résolutions à même de rendre votre administration plus efficace, plus efficiente et plus crédible aux yeux des usagers. Quant au représentant du ministre de la fonction publique, il a appelé à plus d'engagement en participant aux actions de développement dans leur secteur d'intervention. Notons qu'à l'issue de ce congrès, un nouveau bureau sera mis en place. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.